Vous allez pouvoir bientôt utiliser une nouvelle monnaie, une monnaie européenne qui pourrait servir pour des paiements quotidiens pour des millions d'Européens. C'est le projet, en tout cas, de la Banque Centrale Européenne. Mais alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce vraiment utile? Et pourquoi est-ce que tout cela fait débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour cette nouvelle plongée dans l'actualité du jour avec ce sujet qui n'est pas forcément à la une de l'actualité au quotidien, mais qui, vous allez le voir, est assez intéressant à analyser. Et au passage, avant de commencer, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a lancé en ce début de semaine un nouveau podcast dédié plus précisément aux actualités pop, donc aux actualités culturelles. Concrètement, c'est un podcast audio donc qui vous permet chaque jour de pouvoir suivre en 6 à 7 minutes par jour l'essentiel de l'actualité culturelle. On va parler donc de musique, de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de littérature, d'art plus largement, des formats de recommandations culturelles, des interviews aussi de temps en temps d'artistes ou autres. Le tout va être présenté au quotidien par des journalistes de l'équipe, sachant que je serai aussi présent de mon côté de temps en temps pour certains éléments précis. En tout cas, le podcast, il est disponible dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. sur toutes les applications de podcast. Alors pour l'instant, dans les moteurs de recherche, vu qu'on vient de le lancer, il est peut-être pas ultra accessible. Donc le mieux, c'est de retrouver directement les liens qu'on vous met en description. En tout cas, c'est le tout début. On a très hâte de vos retours. Donc n'hésitez pas à le suivre et à vous abonner surtout, si ce n'est pas encore le cas, pour pouvoir donc découvrir les premiers épisodes. Alors le 18 octobre 2023, la Banque Centrale Européenne, qui est donc l'institution monétaire centrale de la zone euro, donc de ces pays qui ont l'euro comme monnaie, la Banque Centrale a annoncé officiellement le lancement d'une phase préparatoire d'un projet d'euro numérique présenté comme notre monnaie pour le futur par sa présidente Christine Lagarde. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays, par exemple la Chine qui le teste depuis 2021 ou encore en Inde où la Banque Centrale indienne est en train de développer ce qu'ils appellent l'e-roupie. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement cet euro numérique? À quoi ça va nous servir et pourquoi aussi ça fait débat? Bon, déjà on va commencer par le commencement. Une monnaie numérique, c'est évidemment une monnaie qui peut exister uniquement sous forme électronique, sous forme numérique. Donc, vous ne pouvez pas avoir un billet de banque d'euros numérique. Mais là où ça devient un petit peu complexe, mais vous inquiétez pas, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose à distinguer des crypto-monnaies. En fait, les crypto-monnaies, c'est des monnaies numériques. Mais quand on parle de l'euro numérique ici, tel qu'il est présenté par la Banque Centrale Européenne, en réalité, ce n'est pas du tout une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Et la différence majeure, en fait, elle est assez simple à comprendre. La monnaie qui est l'euro numérique, comme d'ailleurs l'euro classique qu'on utilise aujourd'hui, c'est une monnaie qui est émise et gérée par un établissement financier et bancaire. En l'occurrence ici, c'est donc la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro. Et la différence donc, c'est qu'une crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin, Ethereum, bref, toutes les crypto-monnaies, elles reposent sur ce que l'on appelle la blockchain. C'est donc un système qui est davantage décentralisé dans le cas des crypto-monnaies et qui ne repose pas sur des établissements bancaires comme des banques. Alors concrètement, avec cet euro numérique, les entreprises et les habitants au sein de la zone euro, ils auraient un portefeuille numérique dans lequel on pourrait mettre nos euros numériques et avec lesquels on pourrait payer via notre téléphone, via une application. Et pour ceux en l'occurrence qui n'ont pas accès à ces outils numériques, la BCE devrait proposer de leur donner une carte physique qui serait fournie par un organisme public, donc par exemple par une mairie ou alors par un bureau de poste. Concrètement donc, c'est déjà le premier élément à comprendre, avec un euro numérique, on n'aurait pas besoin d'une banque classique et traditionnelle comme on peut l'entendre aujourd'hui. En fait, notre porte-monnaie numérique, il serait directement rattaché à la Banque Centrale Européenne. Par ailleurs, autre élément qu'on peut noter, c'est une monnaie qui n'a pas pour objectif, en tout cas officiellement, de remplacer l'euro. Dans le cadre de son lancement, en fait, il y aura à la fois l'euro numérique d'un côté et à la fois l'euro classique, en quelque sorte, de l'autre côté. Mais alors, pourquoi la BCE souhaite mettre en place cet euro numérique et pourquoi aussi est-ce que ça fait débat? Bon, il y a plusieurs raisons. La première raison qui fait que la BCE veut accélérer sur ce type de projet, c'est déjà l'enjeu de concurrence avec d'autres puissances internationales. Je l'ai dit, la Chine ou encore l'Inde travaillent sur de tels sujets. Et donc, sans rentrer dans les détails, il y a des enjeux de concurrence et de souveraineté aussi sur ces sujets-là pour s'assurer que l'euro reste fort par rapport à d'autres monnaies. Deuxième élément qu'on peut noter, qui là en l'occurrence paraît assez évident, mais aujourd'hui forcément, il y a de plus en plus de paiements qui se font de façon numérique. Il y a un chiffre qui permet de le montrer. Aujourd'hui, l'argent liquide, il ne représente plus que 42% des transactions qui sont faites par les consommateurs de la zone euro en 2022. 42 en 2022 contre 54% en 2016 selon une étude de la BCE. C'est donc une baisse progressive donc de l'argent liquide dans son utilisation au quotidien. La BCE cherche donc à s'adapter en quelque sorte à cette évolution, même si pour nuancer, et là vraiment je vous apprends rien, on n'a pas besoin d'avoir un euro numérique pour payer avec son téléphone ou alors de façon numérique et sans liquide. Évidemment, c'est quelque chose qui est déjà massivement répandu, notamment chez les jeunes aujourd'hui. Bon, la deuxième raison qui fait que la BCE souhaite travailler dessus, ce serait dans un objectif de facilitation de l'accès à
un certain nombre de services financiers. Et là, en l'occurrence, c'est un élément qui est peut-être moins connu. Dites-vous que 4 millions d'Européens n'ont pas de compte bancaire aujourd'hui. Or, avec un euro numérique, ce serait plus facile puisque, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est ouvert directement via la Banque Centrale Européenne et qui ne nécessite pas forcément une ouverture via une banque classique. Et en l'occurrence, il y a parfois un enjeu avec certaines personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Ici, ça viendrait résoudre en partie ce problème. Bon, et parmi les autres éléments qu'on peut noter, premier élément, l'idée serait de rendre plus accessibles certaines fonctionnalités qui aujourd'hui peuvent être disponibles via des banques. Mais on l'a dit, tout le monde n'a pas forcément un compte bancaire. Mais au-delà de ça, accessible uniquement moyennant des tarifs ou alors des frais qui peuvent être importants. Un exemple qui est donné par la Banque Centrale Européenne, c'est un paiement récurrent qu'on aimerait programmer pour envoyer de l'argent à un ami, à un proche ou autre. Typiquement, c'est des services qui sont parfois proposés moyennant des frais via une banque. Bon, et la quatrième raison, là en l'occurrence, elle nous concerne un peu moins, c'est là aussi un enjeu plus stratégique pour la Banque Centrale Européenne. Certains estiment que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui est en quelque sorte dépassée par l'essor des crypto-monnaies, alors qu'ils sont assez peu utilisés pour des paiements au quotidien, mais qui sont quand même de plus en plus répandus et de plus en plus communs. Maintenant, encore une fois, l'euro numérique n'a pas grand-chose à voir dans son fonctionnement avec les crypto-monnaies, donc il faut quand même nuancer tout ça. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous la fais courte, mais il y a une phase de test qui a débuté le 1er novembre 2023 et qui va durer 2 ans pour voir comment tout cela pourrait fonctionner, sachant que en cas de mise en place par la BCE, ça pourrait coûter très cher. On parle de plus d'1 milliard d'euros pour pouvoir mettre en place un tel système. En effet, selon le média Les Échos, le budget pour mettre en place un tel système pourrait aller jusqu'à plus d'1 milliard d'euros. Alors comment est-ce que tout ça a été accueilli? De façon plutôt mitigée, on va dire, par les banques européennes qui, évidemment, pour certaines, y voient potentiellement une forme de concurrence. Du côté des élus ou au sein des instances européennes, tout le monde n'est pas forcément du même avis. Certains estiment que c'est nécessaire, d'autres estiment que c'est encore assez flou, que l'utilisation ou l'intérêt potentiel au quotidien pour les Français et pour les autres membres de la zone euro reste encore à déterminer et à affiner. Certains estiment que ce n'est pas forcément nécessaire ou réellement pertinent. Par ailleurs, on peut noter que ces opposants considèrent que ça pourrait être à terme un outil utilisé par les gouvernements pour surveiller en quelque sorte les citoyens, en tout cas par rapport à d'autres monnaies numériques qui peuvent exister comme les crypto-monnaies, je le disais à l'instant. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette nouvelle monnaie européenne, elle pourrait potentiellement porter le nom de Cash Plus. C'est un nom qui a été avancé. Et par ailleurs, rien n'est encore confirmé. Il faudra suivre les débats et l'issue de ces tests dans les prochains mois. Ça devrait a priori pas apparaître avant 2027 ou 2028. Je vous mets des liens en tout cas en description si vous voulez en savoir plus, mais ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. C'est pas un sujet d'actualité chaude et ça permet aussi de traiter d'autres sujets. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, a voté ce mardi une loi qui menace la plateforme chinoise TikTok d'être interdite aux États-Unis en lui imposant un ultimatum. Alors on en a déjà parlé, cette loi prévoit de laisser 12 mois à ByteDance, la maison mère de TikTok, pour vendre le réseau social à une entreprise américaine. Si elle ne le fait pas, l'application TikTok pourrait être exclue des boutiques d'Apple et de Google sur le territoire américain. La raison affichée derrière cette loi, c'est que la plateforme est accusée par des responsables américains de permettre à la Chine d'espionner et de manipuler les 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Alors le président américain Joe Biden devrait signer le texte et promulguer cette loi dès ce mercredi, mais l'interdiction de TikTok aux États-Unis pourrait cependant être contestée en justice au titre d'une violation de la liberté d'expression. On suivra ça. Deuxième actu, toujours aux États-Unis, les manifestations pro-palestiniennes s'intensifient ces derniers jours sur les campus universitaires, comme à Harvard dans le Massachusetts ou encore à Yale et Columbia à New York. Des campements non autorisés ont vu le jour dans plusieurs universités et des centaines de manifestants ont été arrêtés par la police ces derniers jours. À Columbia, les manifestants réclament notamment que l'université, qui a un programme d'échange avec l'université israélienne de Tel Aviv, boycotte toute activité en lien avec Israël. Mais en dehors de ces revendications, des manifestants pro-israéliens disent avoir été victimes d'antisémitisme. Sur une photo, on peut notamment voir une personne qui pointe des étudiants juifs avec une pancarte sur laquelle il est écrit « Les prochaines cibles d'Al-Qassam », qui est la branche armée du Hamas. Alors face à ces tensions, l'université de Columbia a décidé ce lundi de passer ses cours en distanciel et le président américain Joe Biden a affirmé ce dimanche que l'antisémitisme, je cite, n'a pas sa place sur les campus. Troisième actu, les droits humains en France se dégradent selon l'ONG Amnesty International qui a dévoilé ce mardi son rapport annuel sur les droits humains dans le monde en 2023. Le rapport pointe notamment du doigt des restrictions excessives au droit de manifester en France ou encore le déploiement d'outils de surveillance dans l'espace public en vue des Jeux Olympiques de Paris. Alors en dehors de la France, le rapport constate aussi la multiplication des conflits armés dans le monde, comme en Ukraine, en République démocratique du Congo, en Birmanie
Birmanie ou encore dans la bande de Gaza par exemple. Le rapport note aussi l'intensification des réactions violentes contre les droits des femmes, comme en Afghanistan où les femmes ne peuvent par exemple plus se déplacer dans les rues sans être accompagnées d'un membre masculin de leur famille. Concernant les droits LGBT, l'ONG note des avancées dans certains pays, même si elle rappelle que l'homosexualité est toujours considérée comme une infraction dans 62 pays. Quatrième actu, François Fillon, ancien Premier ministre et ancien candidat de droite à la présidentielle de 2017, a définitivement été jugé coupable dans une affaire d'emploi fictif à l'Assemblée nationale. La Cour de cassation a donc confirmé ce mercredi la décision de la Cour d'appel rendue en 2022. Alors pour rappel, cette affaire d'emploi fictif lorsqu'il était député a été révélée pendant la campagne présidentielle de 2017. Pour la faire courte, la justice reproche à François Fillon le fait que son épouse Pénélope Fillon ait été payée par l'Assemblée nationale entre 1998 et 2013 comme son assistante parlementaire, sans pour autant que l'on ne retrouve de réelles preuves de son travail. Cette affaire concerne aussi un autre de ses attachés parlementaires. À l'issue du procès en appel en 2022, François Fillon avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, à 375 000 € d'amende et à 10 ans d'inéligibilité. Mais la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès devant la Cour d'appel pour redéfinir la nature des peines et le montant des dommages et intérêts. On suivra ça. Cinquième actu, les bulletins de paie pourraient bientôt passer de 55 lignes à une quinzaine de lignes pour les rendre plus lisibles. C'est en tout cas l'objectif du ministre de l'économie Bruno Le Maire. En fait, il a présenté ce mercredi en Conseil des ministres un plan qui vise à simplifier le quotidien des entreprises avec, je cite, moins de paperasse et qui compte 50 mesures. Alors au-delà du bulletin de paie simplifié, les formulaires administratifs CERFA seront supprimés, dont 80% d'ici à 2026, et les chefs d'entreprise n'auront plus à renvoyer à la sécurité sociale les formulaires d'arrêt maladie de leurs salariés. On suivra l'évolution de ce projet de loi. Autre actu, TikTok a annoncé suspendre dans l'Union européenne la fonctionnalité de sa nouvelle application TikTok Lite qui récompense les utilisateurs pour le temps qu'ils passent devant les vidéos de l'application. TikTok Lite, c'est une nouvelle application qui permet donc de collecter des points en regardant des vidéos sur TikTok et en réalisant certaines actions. Ces points peuvent ensuite être transformés en bons cadeaux qu'il est possible d'utiliser sur Amazon par exemple, ou qui peuvent être utilisés pour soutenir des créateurs en leur envoyant des cadeaux virtuels. Mais la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, a estimé que ce service posait, je cite, des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs. Elle avait donc laissé à TikTok jusqu'à jeudi pour se défendre et menacé sinon de suspendre la fonctionnalité de rémunération. De son côté, TikTok a déclaré ce mercredi suspendre ce système de récompense, je cite, volontairement. Il devrait donc avoir disparu dès jeudi et au plus tard d'ici le 1er mai. Et on finit avec une bonne nouvelle, l'Union européenne a adopté ce mardi de nouvelles règles pour encourager la population à réparer leurs appareils plutôt que de les jeter. Les consommateurs européens pourront donc désormais demander aux fabricants de réparer leurs produits, et ce même si la garantie est expirée. Ça concerne notamment les appareils électroménagers défectueux ou les smartphones. Le texte, qui a été voté quasi à l'unanimité, prévoit notamment la mise en place de plateformes en ligne pour trouver des réparateurs, ainsi que l'accès aux pièces détachées nécessaires aux réparations. Concrètement, chaque État membre de l'Union européenne devra mettre en place au moins une mesure qui vise à se tourner vers la réparation, comme des bons de réparation ou des cours pour apprendre à réparer. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Je le disais donc, on a lancé un nouveau podcast qui est dédié aux actualités culturelles chaque jour pour nous soutenir et même pour découvrir et voir si jamais ça peut vous plaire. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou autre, mais je vous mets directement les liens en description pour pouvoir y accéder facilement. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.